Ici, la voix de l'Amérique. Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Voici les titres de votre journal. Les musulmans ont le regard tourné vers la Tabaski, une fête religieuse symbolisée par le sacrifice du mouton. Reportage à Boaké dans ce journal. La honte et la douleur, c'est ce que le Vatican dit ressentir après la révélation d'un scandale sans précédent dans l'Église catholique aux États-Unis. Un pas de plus dans les efforts de paix entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. De nombreuses familles perdues de vue depuis des décennies ont pu se retrouver ce lundi. Au Mali, la présidente de la Cour constitutionnelle, Manassa Daniako, l'a annoncé ce lundi. Le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta est officiellement déclaré vainqueur de l'élection présidentielle. Une décision sans appel. Selon les résultats définitifs du scrutin, le président Ibrahim Boubacar Keïta a obtenu 67,16% des suffrages lors du second tour le 12 août contre 32,84% pour l'opposant Soumaïla Cissé. Les requêtes introduites par ce dernier ont été rejetées, la Cour les jugeant irrecevables ou fondées. Ibrahim Ibeka entamera son second mandat de 5 ans le 4 septembre. Il aura, entre autres priorités, relancé l'accord de paix conclu en 2015 avec l'ex-rébellion à dominante Touareg. En RDC, les binationaux ne doivent pas être candidats à la présidentielle du 23 décembre. En tout cas, dans une lettre adressée entre autres procureurs général près la Cour de cassation, le ministre de la Justice, Alexis Tambwe Mwamba, demande que les candidats détenteurs d'une double nationalité soient poursuivis. Pour lui, chacun doit se soumettre aussi bien à la Constitution qu'aux lois de la République. La demande du ministre de la Justice fait suite à une liste que les services d'immigration congolais ont transmise à la Commission électorale nationale indépendante. Cette liste contiendrait des noms de candidats possédant une double nationalité. En Ouganda, la police et l'armée ont fait usage de gaz lacrymogène et de tirs à balles réelles pour disperser une manifestation dans la capitale ce lundi. Les manifestants qui avaient installé des feux de camp et des barricades dans les rues de Kampala exprimaient leur colère contre le passage à tabac des législateurs détenus depuis 2 jours. Le porte-parole de la police, Emilian Kaima, a déclaré que 45 personnes avaient été arrêtées. Les tensions politiques sont vives en Ouganda depuis que la police a arrêté de nombreuses personnes, dont 5 députés de l'opposition, soupçonnés d'avoir participé à la lapidation d'un convoi présidentiel le 13 août. Boko Haram fait d'autres victimes. Pas moins de 10 personnes ont été tuées au cours du week-end dans 2 attaques survenues dans le nord-est du Nigeria. Cette région est en proie aux violences du groupe djihadiste depuis plus de 9 ans. Samedi soir, des combattants sont arrivés par camion dans le village de Maïrari, à 10 km de la ville de Monguno, dans l'état de Borno, et ont commencé à tirer et à lancer des grenades. La veille au soir, ce sont 4 agriculteurs qui avaient été abattus à la périphérie de Maïdougouri, capitale de l'état de Borno. En Afrique du Sud, la justice enquête sur des accusations de corruption au sommet de l'État. Des accusations qui ont abouti, on s'en souvient, à la démission de l'ancien président Jacob Zuma en février. La commission judiciaire d'enquête dirigée par le vice-président de la Cour constitutionnelle, Raymond Zondo, a commencé à se pencher ce lundi sur d'éventuelles influences exercées par certains sur le gouvernement ou des entreprises publiques pour en tirer un bénéfice personnel, affirme l'un des membres de la commission, l'avocat Paul Pretorius, qui souligne que le groupe déterminera également si le président Zuma a violé la Constitution.
La tabaski pour le monde musulman rime avec sacrifice de moutons. Cette année, le marché ivoirien sera approvisionné par près de 85 000 têtes de bétail. À Boaké, Aïcha Diarra s'est rendue au plus grand parc de ruminants appelé Sagabo. Suivons son reportage. Les bêtes qui sont sur ce marché pour la plupart viennent du Mali, du Burkina ou du Niger. Des moutons qui de plus en plus deviennent des produits de luxe pour les musulmans. Bon, il y a des moutons de 200, il y a des moutons de 230, il y a des moutons de 160, mais il n'y a même pas pour 100 000 dedans. Donc à Boaké, on voit cette année que les moutons sont très chers. Venu du Burkina avec ses bêtes, ce commerçant justifie leur prix. Transport, prix des moutons, tout est cher. Donc on ne peut pas venir. Et puis fatigue que les gens font pour envoyer un mouton là ici, ça trouve que c'est bon. Ça peut pas. Les gens aussi, bon, c'est pas facile. La crise au nord du Mali est l'une des raisons qui justifie cette cherté de la bête sur le marché. Bon, franchement, il n'y a pas là au nord du Mali où le mouton vient là. On ne peut pas partir là pour aller chez des moutons. À cause de ça, les moutons là, sont chers. Certains commerçants trouvent que chaque client devra s'en tenir à ses moyens financiers. Le moyen que toi tu en as, si tu ne veux pas prendre de ce moyen, toi tu as 50 000, tu veux un mouton de 100 000 avec 50 000, tu sais que ce n'est pas facile. Malgré ce fait, d'autres ont du mal à se trouver un mouton selon leur bourse. Surtout que les préparatifs de la rentrée des classes prévue pour le 17 septembre en Côte d'Ivoire coïncident avec la tabaski. Plus un peu élevé, ça va de 160. Il y en a même des gens parlent de 300 et quelques mille, ça, donc je ne sais pas. Le plus un peu élevé par rapport à la rentrée, il y a plein de dépenses. Donc moi je suis sûr que les gars diminuent un peu le prix aussi, c'est bon. La plupart des commerçants se plaignent de la lourdeur du marché. Pourtant, la fête de Tabaski sera célébrée à travers le monde entier le 21 août. Aïcha Diarra, Boaké, VOA Afrique. Le Vatican a exprimé sa honte et son chagrin 2 jours après la révélation d'un scandale de pédophilie sans précédent dans l'Église catholique dans l'État de Pennsylvanie, ici aux États-Unis. Suivons le récit d'Irénée Herman Umbo. 2 mots peuvent exprimer ce que l'on ressent face à ces crimes horribles, la honte et la douleur, a souligné le Vatican dans un communiqué. L'évêque du diocèse de Pittsburgh prenant la parole suite à la publication du rapport de 900 pages qui révèle que 300 prêtres pédophiles ont violé ou abusé de milliers d'enfants. Je comprends très bien la colère que les gens ont en lisant ce rapport et je ressens cette rage aussi. Ils dit suivre toute la procédure nécessaire en vue d'une action responsable contre des abus sexuels. Mais le document retient également contre lui plusieurs allégations, d'abord quand il était prêtre, puis quand il est devenu évêque. Nous les avons écoutés attentivement. Ensuite, les prêtres concernés ont tous été retirés des ministères, puis nous les avons mis à la disposition des procureurs de leur région. En 2 ans, les enquêteurs ont découvert que plus de 1000 enfants ont été agressés par 300 prêtres prédateurs dans 6 diocèses de la Pennsylvanie au cours des 70 dernières années. Cet ancien prêtre et défenseur des victimes dénonce ceux qui sont restés silencieux face à la situation. En 2016, le pape a annoncé qu'il allait convoquer une commission sur la responsabilité de l'évêque, mais cela n'a jamais été fait. Le rapport de la Pennsylvanie intervient au milieu d'un autre scandale sexuel. L'ex-cardinal de Washington est accusé d'avoir molesté des garçons séminaristes. McCarrick a démissionné de son poste et clame toujours son innocence. Quelles sont les implications de la sortie du souverain pontife? VOA Afrique a posé la question à un professeur de droit canon, le révérend Père Gérard Mouret, curé de la paroisse Sainte-Famille à New York. Le pape reconnaît maintenant dans cette lettre qu'il y avait un grand problème et que ce problème continue actuellement. Et c'est le problème des prêtres criminels qui ont fait des actes sexuels contre des innocents. Et aussi il reconnaît qu'il y avait un abus de pouvoir, que les autorités ecclésiastiques n'ont pas fait leur devoir de protéger le peuple de Dieu. Avec les révélations au cas de cardinal McCarrick, qui est l'ancien archevêque de Washington, qu'il a fait abus sexuels contre plusieurs jeunes et aussi qu'il avait fait abus sexuels contre séminaristes et prêtres, et qu'il y avait des paiements d'argent pour se mettre en silence les victimes
Et maintenant, nous attendons s'il va envoyer quelqu'un pour faire une investigation, comme il l'a fait en cas de Chili, où les évêques étaient impliqués dans de protéger des prêtres criminels. Je pense que cette lettre, c'est seulement un départ. Il y a des actions judiciaires de part de l'Église pour vérifier et franchement, on doit dire qu'il y a des évêques qui sont virés à cause de leurs actions. L'histoire est compliquée dans le sens que le rapport identifie beaucoup de prêtres évêques qui sont décédés. Il y a le besoin dans l'Église de protéger l'ordre. On doit identifier et punir ceux qui sont en vie. Ça demande une investigation et ça doit être fait avec célérité. On ne doit pas attendre et je pense que le pape maintenant est conscient de cela. Je pense qu'il parle pas seulement aux évêques et prêtres et diacres, il parle aussi aux religieux et religieuses et aussi aux laïcs. La lettre, c'est une indication du fait qu'il est conscient de ce qui s'est passé. Maintenant, il doit faire des actions pour faire face au fait que les gens qui ont fait des mauvaises choses ne doivent pas continuer d'agir comme évêques ou prêtres. Des dizaines de Coréens du troisième âge venus du nord et du sud se sont réunis ce lundi dans une station balnéaire pour revoir des membres de leur famille. Pour certains d'entre eux, ces réunions seront les premières depuis les années 50 suite aux séparations résultant de la guerre de Corée. Très émus, nombreux de ces seniors se disent chanceux d'avoir vécu jusqu'à ce moment où ils ont enfin pu serrer leurs proches dans leurs bras. Dili Diko raconte. Des cris de joie et des pleurs lors des retrouvailles très émouvantes ce lundi dans un complexe touristique du mont Kumgang en Corée du Nord. Accrochés l'un à l'autre dans une étreinte qui tente de combler des décennies de séparation, les membres de cette famille peuvent enfin, le temps d'un court séjour, se raconter leurs souvenirs face à face. Ça n'a pas été facile pour moi de le reconnaître. Lorsque j'ai vu son nom sur l'étiquette, j'ai su que c'était lui. J'ai observé attentivement son visage et j'ai pu reconnaître les traits du passé. Même s'il a vieilli et qu'il a des rides sur son visage, certains traits étaient encore là. Son image était sortie de ma mémoire. C'est incroyable. En nous revoyant aujourd'hui, j'ai vu que cette partie de son visage était identique à celle de notre père. Ces trois sœurs n'en reviennent pas d'être enfin réunies. J'ai l'impression de rêver. Je pensais que mes sœurs étaient mortes, mais elles sont vivantes et bien portantes. Plus de 57 000 Sud-Coréens se sont inscrits dans l'espoir de revoir leurs proches en Corée du Nord. Seuls 93 ont été choisis pour cette série de rencontres. Du côté nord-coréen, 88 personnes participent à l'événement. Les familles vont avoir 6 entrevues au cours de ces 3 jours de retrouvailles. De belles retrouvailles donc. Après 17 ans de guerre, l'ombre de la paix semble planer sur les relations entre les talibans et l'Afghanistan. L'Afghanistan qui attendait encore ce lundi la réponse des talibans à une offre de cessez-le-feu de 3 mois, faite dimanche soir par son président Ashraf Ghani. Cette annonce, saluée par les États-Unis, intervient alors que ces 10 derniers jours ont été marqués par d'extrêmes violences, notamment l'assaut contre Ghazni le 9 août dernier. Le groupe djihadiste État islamique a revendiqué dans un communiqué la série d'attaques qui a fait lundi plusieurs blessés dans les rangs de la police en Tchétchénie, une république russe du Caucase dont les autorités ont dénoncé une tentative de déstabilisation. Vous regardez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique en direct de Washington.
Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique. Voici les titres de cette seconde partie. La mécanique auto, c'est aussi une affaire de femmes. Démonstration dans ce journal avec cette jeune américaine de Philadelphie. Au Sénégal, la corniche ouest de Dakar attire de plus en plus de monde et vibre au rythme de multiples activités sportives. Présenter le Burkina Faso. Et bien sûr, nous avons rendez-vous avec notre segment Diaspora. Arzouma Compaoré a rencontré pour nous Stéphane Bougouma. Déjà, c'était une très grande opportunité. Stéphane Bougouma est un jeune Burkinabé avec plus de 13 ans d'expérience dans l'industrie agroalimentaire en Afrique, en Europe et en Asie. Sa passion pour la recherche de solutions adaptées au contexte économique, technologique africain et ses efforts dans la lutte contre le chômage des jeunes et des femmes lui ont valu cette année une sélection au programme YALI, Young African Leaders Initiative, lancé par le président Obama en 2013. Arzouma Compaoré l'a rencontré lors de son passage à Washington, D.C. Je m'appelle Stéphane Bougouma, je suis le directeur général de Umao SARL, qui est une entreprise dans l'agroalimentaire au Burkina Faso. Nous produisons des boissons alcoolisées, notamment le dolo, comme on dit, la bière de sorgho, qui est très bien connue au Burkina, mais avec un packaging moderne en bouteille et en pression. Je suis actuellement aux États-Unis dans le cadre du YALI 2018. J'étais à University of Texas à Austin. Ça a vraiment été une rencontre humaine très intéressante parce qu'on était avec 25 autres pays africains. Pour chaque personne dans la salle, il y avait environ 600 à 700 personnes qui ont candidaté. Donc le taux de succès était plus élevé que celui d'Harvard. C'était vraiment une bonne école de formation, aussi bien personnelle que professionnelle. Être entrepreneur, c'est comme quelqu'un dirait, être fatigué de travailler 40 heures par semaine pour un salaire et travailler 100 heures pour presque rien. Il ne faut pas compter ses heures et puis avoir une vision pour soi-même, une vision pour son pays aussi. Donc c'est une passion vraiment, c'est avant tout être passionné par ce qu'on fait. Moi j'étais passionné par l'agroalimentaire, le côté transformation, notamment les boissons. Il faut à un moment donné vouloir être différent, ne pas être satisfait de ce qu'on a. Alors, si on veut toujours s'asseoir, dire « oui, c'est difficile, on ne nous aime pas », laisser d'autres personnes venir et prendre les meilleures places, c'est un choix. Mais si vraiment on veut vraiment se développer aussi bien personnellement qu'au niveau communautaire, il faut juste se retrousser les manches. Et comme je dis aujourd'hui, l'Afrique est le seul continent où il y a encore de la place pour tout le monde. Il n'y a qu'à se baisser pour ramasser l'or. Le programme était tellement intense qu'à un moment donné, il fallait juste être comme une éponge. Prendre le maximum d'informations parce que c'était juste une fois dans la vie. Et après maintenant, c'est prendre le temps de digérer ce qu'on a appris et pouvoir l'adapter, le mettre en pratique au quotidien, aussi bien dans la vie personnelle que dans la vie professionnelle. Stéphane Bougouma. Patrice Banks avait du mal, elle, à trouver une mécanicienne pour réparer sa voiture. Elle a alors décidé de prendre les choses en main. Aujourd'hui, la native de Philadelphie dirige un garage automobile avec un personnel presque exclusivement féminin. Une manière pour elle de lutter pour l'égalité des sexes dans l'industrie mécanique. Lily Erling. Depuis le trottoir, ce garage ressemble à n'importe quel autre. Mais ce n'est pas un garage ordinaire. Bienvenue à Girls Auto Clinic, où des mécaniciennes déterminées brisent le moule dans cette industrie dominée par les hommes. Des millions d'autres femmes comme moi se sont exploitées, incapables de comprendre, détestent leur expérience, ont besoin d'un gars, veulent appeler leur mari. Ce n'est pas un espace autonome, même pour une femme qui est ingénieure et propriétaire d'une maison. L'année dernière, l'ex-ingénieur a ouvert Girls Auto Clinic.
Sans oublier un salon de beauté voisin pour sa clientèle majoritairement féminine. Ici, 9 des 10 employés sont des femmes. Beaucoup d'entre elles disent que cet emploi met fin aux stéréotypes auxquels elles ont fait face pendant leur carrière. Ici, on ne va pas me juger si je ressemble à une fille ou si je parais trop masculine à cause du travail que je fais. Ouvert depuis 1 an, Girls Auto Clinic a déjà des clients loyaux. Ça vaut la peine de conduire 30 minutes parce que c'est plus intime et je peux vraiment en apprendre sur mon véhicule. Banks espère exploiter le succès de sa première entreprise pour ouvrir 2 nouveaux garages en 2019 et 3 autres en 2020. C'est lundi, donc c'est plein feu sur les stades avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba et on commence par le Cameroun. John, effectivement, on commence par votre Cameroun. Il était attendu pour sa première liste. Il a livré aujourd'hui. Le nouveau sélectionneur des Lions indomptables, Clarence Seedorf, a dévoilé sa première liste de 23 joueurs retenus pour le match amical du 8 septembre face aux Comores. Le technicien néerlandais est parvenu à ramener 2 binationaux dans la tanière. L'attaquant Paul-Georges Ntep de Wolfsburg, 26 ans, sélectionné à 2 reprises avec l'équipe de France, mais jamais un match officiel et donc toujours éligible avec son pays de naissance. Seedorf a aussi convaincu le milieu de terrain niçois, Adrien Tameze, 24 ans, d'opter pour son pays d'origine. En revanche, toujours pas de retour pour Nicolas Nkoulou. Pour le reste, les cadres Ondoa, Kameni, Zambo Anguissa, Toko Ekambi, Choupo-Moting et Abaka Vincent sont bien présents. Et puis, plus que 3 places à prendre pour les quarts de finale de la Ligue africaine des champions. Al-Ali et le WAC sont les nouveaux qualifiés après l'Espérance de Tunis. L'Étoile du Sahel et le TP Mazembe qui avaient déjà leur ticket avant la 5e journée. Disputé donc le week-end écoulé, on le verra dans le tableau. Dans le choc de cette journée, le géant égyptien s'est imposé devant l'Espérance de Tunis. Champion en titre, le Wydad Athletic Club sera des quarts grâce à sa victoire sur Mamelodi Sundowns. Belle opération pour Difa El Jadida qui reste dans la course. Après son succès sur le MC Alger, l'entente Sétif a été tenue en échec par le TP Mazembe. La Coupe CAF a aussi livré ses premiers qualifiés pour les quarts de finale et l'AS Vita Club, la Renaissance Berkane et Al Masry ont obtenu leur ticket. V-Club qualifié, le Raja Casablanca et la SEC Mimosa se disputeront la 2e place du groupe A. C'est serré par contre entre Kara de Brazzaville, Enimba et le WAC dans le groupe C. La dernière journée prévue le 29 août s'annonce donc décisive. En Europe, réduit à 10, ils ne sont plus que 3 en lice pour le prix de meilleur joueur de la saison 2017-2018. Cristiano Ronaldo, Luka Modric, Mohamed Salah sont les finalistes pour le trophée, vainqueur de la dernière Ligue des Champions avec le Real Madrid. Ronaldo vise une 3e consécration individuelle consécutive, la 4e avec celle obtenue en 2014. Le quintuple Ballon d'Or portugais qui a rejoint la Juventus Turin cet été fait face à son ancien partenaire merengue, le milieu croate Luka Modric et l'international égyptien Mohamed Salah, donc buteur vedette des Reds. Le vainqueur sera désigné le 30 août. Et puis, nous changeons de discipline pour parler tennis. L'ancien numéro 1 mondial Novak Djokovic a remporté pour la première fois de sa carrière le tournoi Masters 1000 de Cincinnati, ici même aux États-Unis. Il a dominé en finale Roger Federer, numéro 2 mondial, 6-4, 6-4. Le Serbe de 31 ans est devenu le premier joueur à avoir remporté au moins une fois chacun des 9 Masters 1000 du circuit ATP. Et bien évidemment, Djoko a laissé exploser sa joie au coup de sifflet final, lui qui avait perdu 5 finales dans le loyau, dont 3 face au même Federer. Suivez. Évidemment, quand j'ai gagné le dernier point, c'est là que j'ai senti un immense soulagement, mais aussi une grande satisfaction. C'était un moment spécial de ma carrière. Être le seul joueur dans l'histoire à remporter toutes les Masters et les Slams, j'en serai certainement très fier pour le reste de ma vie. Comme quoi, il ne faut jamais désespérer. Donc, c'est sur cette note d'espoir qu'on se dit à demain. De l'espoir, on en a toujours besoin. Merci Yacouba Ouedraogo. Au Sénégal, et on reste dans le même registre, preuve que la pratique des activités sportives est courante.
La corniche ouest de Dakar attire quotidiennement de nombreuses personnes qui y viennent pour s'adonner aux exercices physiques. Notre envoyé spécial dans la capitale sénégalaise, Jacques Aristide, s'est rendu sur place. Ils sont jeunes ou d'un certain âge, des garçons, des filles, des hommes et des femmes. Dès l'après-midi, ils prennent d'assaut la corniche ouest de la capitale. Ils courent, ils jouent au foot, ils s'exercent, ils solidifient leurs muscles alors que certains sont déjà bien sculptés. Bref, les Dakarois profitent pleinement de ce parcours sportif qui d'ailleurs dispose d'un énorme bonus, la plage de Fann surplombant l'océan. Je ne porte pas de vêtements sportifs, pas de chaussures appropriées non plus, mais je vais quand même tenter d'aller à la rencontre de ces Dakarois fous de sport, si j'arrive à les rattraper bien évidemment. La santé, d'abord, oui, il faut la préserver. J'en profite pour venir ici pour me déstresser un peu et de me libérer un peu de l'esprit. C'est pourquoi je viens tout le temps ici pour me faire du sport. Ça permet également de se rafraîchir la mémoire, de pouvoir avoir des contacts avec la jeunesse. Vraiment, ça fait un très grand plaisir. Ici, c'est plein, donc il n'y a pas assez de place pour que les gens pratiquent des différents jeux. Petit détour à la mairie de Dakar pour faire le point sur cette infrastructure sportive et son financement. Avec les hommes d'affaires chinois installés à Dakar, avec le concours de l'ambassade de la Chine. Donc c'est eux qui sont venus vers nous, qui nous ont fait cette proposition. Vous voyez tout ce qu'il y a sur la corniche, c'est des centaines de millions. Retour sur la corniche, pratiquement même affluence à la tombée de la nuit. Il fait moins chaud et beaucoup en profitent pour continuer à suer à grosses gouttes. 1, 2, 3, on y va. 1, 2, 3. Tout le monde doit s'entraîner. Parce que si on ne s'entraîne pas, on peut avoir des maladies très dangereuses. D'autres Dakarois seront de retour ici sur cette corniche de la capitale sénégalaise dès l'aube. De Dakar au Sénégal, Jacques Aristide pour VOA Afrique. C'est une marée humaine qui a pris d'assaut le mont Arafat en Arabie Saoudite ce lundi pour prier et se repentir. Il s'agit là du point culminant du Hajj. Selon l'autorité statistique du Royaume, le rendez-vous de cette année a réuni près de 2,4 millions de pèlerins musulmans dans l'ouest de l'Arabie Saoudite, où se trouvent les sites les plus sacrés de l'islam. Portant des parapluies aux couleurs vives sous un soleil de plomb, les fidèles ont escaladé la colline rocheuse au sud-est de la Mecque pour expier leurs péchés. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain est un autre jour. Bonsoir.